Professeur Philippe Parola, vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'IHU, où vous dirigez également une unité de recherche internationale. Pouvez-vous faire un point sur la situation épidémiologique et le variant Delta est-il moins sévère? Merci. Donc, comme vous le savez, je m'exprime ici comme universitaire. C'est une liberté de parole qui est garantie par la loi et je suis très heureux que, au moins en ce qui me concerne, cela ait été confirmé par le Conseil de l'Ordre dans nos différentes communications scientifiques sur ce que nous observons, sur les données et non pas nos opinions. Alors, concernant la situation, ce que nous avons observé à l'IHU Méditerranée Infection, c'est effectivement, vous le savez, un virus variant Delta qui circule, qui a beaucoup circulé. Nous verrons si nous avons atteint un pic dans les prochains jours, mais parallèlement, un ratio entre la quantité de patients diagnostiqués à l'IHU Méditerranée Infection et ceux qui sont hospitalisés, qui est plutôt plus faible que ce que nous avions connu dans la situation du variant dit anglais, du variant Marseille 1 que nous avions décrit, ou même de la première épidémie. Donc, est-ce que ce variant est moins sévère? C'est un ressenti, je parle moins du ressenti, mais le soin que nous prodiguons aux patients aboutit pour l'instant à un nombre inférieur de décès par rapport à ce que nous avions connu, même s'il était relativement faible ici. Alors pourquoi? Toutes les hypothèses peuvent être discutées. Est-ce que c'est à cause, ou grâce plutôt, au vaccin? Est-ce que c'est tout simplement une souche qui est moins virulente? Est-ce qu'il y a déjà une immunité dans la population, pas que grâce au vaccin, mais également grâce aux infections passées? Ou bien est-ce qu'on a un meilleur accès aux soins? Vous vous souvenez qu'un des drames de la première épidémie a été de dire aux gens de rester chez eux jusqu'à avoir des difficultés respiratoires. Ce n'est heureusement plus le cas et nous avions montré que l'accès aux soins précoces était, dans nos cohortes, dans la vraie vie, dans ce que nous avons observé, un facteur d'évolution moins sévère. Voilà, donc nous verrons dans les prochains jours si tout cela est confirmé. Que pensez-vous de la stratégie vaccinale dans le contexte de la nouvelle épidémie du variant indien? Alors, la stratégie vaccinale, c'est une question politique. Nous ne faisons pas de politique, nous pouvons produire des données. Nous ne commentons pas les décisions de santé publique, nous les appliquons. Concernant la vaccination et sa protection vis-à-vis du variant Delta, quelles sont les données de la littérature? Alors, il y a des données publiées et non publiées. Ce qui vient de sortir aux États-Unis récemment sur une grande synthèse des données publiées et non publiées serait une protection vaccinale vis-à-vis du variant Delta et de ses formes modérées entre 40 et 90%. Vous voyez que le panel est large, donc avant d'avoir des chiffres précis, il faudra du temps. Mais la question la plus importante peut-être pour les médecins, pour les soignants et pour la population, et c'est celle qui est posée, c'est est-ce que la vaccination et les vaccins que nous connaissons actuellement protègent des formes sévères, c'est-à-dire protègent de l'hospitalisation et protègent d'aller en réanimation? Ça, c'est une question qui est largement débattue avec beaucoup de gens qui donnent leur opinion. Et là, il y a trois façons de répondre. Soit vous faites une photo de ce qui existe. Vous pouvez dire, eh bien, il y a moins de 5% des patients hospitalisés en réanimation qui sont complètement vaccinés. Vous pouvez dire que 10 à 15% des patients hospitalisés en unité conventionnelle étaient vaccinés complètement, et donc le reste ne l'était pas. Ça, vous faites une photo, mais vous ne pouvez pas forcément en déduire un effet protecteur de la vaccination sur les formes sévères, puisque vous n'avez pas les populations en amont. Donc, comment répondre à la question? Eh bien, c'est en général des cohortes. Vous avez une population de patients positifs, vous avez les vaccinés, vous avez les non vaccinés, vous regardez ce qui leur arrive. Est-ce qu'ils sont hospitalisés? Est-ce qu'ils vont en réanimation? Les données de l'IHU, Didier Raoult les a rapportées la semaine dernière. Pour l'instant, nous ne pouvons pas conclure. C'est-à-dire que sur notre grand panel de patients qui viennent se faire tester tous les jours, parmi les positifs vaccinés et les positifs non vaccinés, nous n'avons pas vu pour l'instant de différence entre l'évolution vers la sévérité. Est-ce que les vaccinés ou les non vaccinés vont
plus ou moins en hospitalisation, plus ou moins en réanimation. C'est aujourd'hui, nous verrons par la suite. Deuxième possibilité, des cohortes nationales. Je n'en ai pas connaissance, donc je ne peux pas les commenter. Troisième possibilité, c'est la vie réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans les grandes populations qui sont très vaccinées comme Israël. Il faut être attentif à ce qui se passe là-bas. J'invite bien entendu mes collègues à suivre, et les autorités bien sûr, à suivre ce qui se passe là-bas où la population est très vaccinée, à suivre les patients qui sont hospitalisés actuellement en Israël, ceux qui sont en réanimation, et ça nous permettra d'avoir des données. Mais encore une fois, pour l'instant, nous ne pouvons donner que ce que nous observons ici, mais encore une fois, la situation en Israël mérite d'être observée. Enfin, pour clore un débat, mais qui ne sera jamais clos, il ne s'agit pas d'être pour ou contre la vaccination. C'est une question qui n'a pas de sens. La vaccination, c'est pour qui, quand et pour quel bénéfice-risque. Nous avons toujours dit, moi et mes collègues, que bien entendu, les populations à risque, qui sont bien définies, les sujets âgés, les obésités morbides, les patients fragiles, enfin toutes les catégories qui sont bien connues comme étant à risque de faire des formes sévères, ont un bénéfice-risque en faveur du bénéfice de la vaccination. C'est très clair. Et bien sûr, nous le recommandons sans aucune hésitation. Encore une fois, j'ai fait un lapsus, mais qui me permet de corriger encore une fois. Je ne fais pas de recommandation, mais j'ai un support scientifique pour dire, oui, effectivement, elles ont un bénéfice à être vaccinées. Est-ce que j'ai des arguments, moi, pour dire il faut vacciner tout le monde parce que ça a un intérêt en santé publique? Alors, ça aurait un intérêt si le fait d'être vacciné empêche d'être porteur et contagieux. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui n'est pas malade, ou notamment la population des asymptomatiques, vaccinés, peut porter le virus, peut être contagieux? À cette question, nous avons regardé avec le professeur Bernard Lascola, là aussi sur une grande série, il vous en présentera le détail juste après moi, et vous verrez que des patients vaccinés peuvent être porteurs et peuvent être contagieux. Les conséquences de tout ça, qui correspondent d'ailleurs à ce qui a été dit par les autorités américaines, alors je me méfie de rapporter ce qui a été dit par telle et telle autorité, je n'en connais pas la source, mais ça correspond à peu près à ce qui a été dit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'actuellement on peut être vacciné, porteur et contagieux. Là aussi, les conséquences dans les décisions politiques ne m'appartiennent pas, mais je pense qu'il faut expliquer aux gens qui ont accès à une connaissance ou ont accès à des fake news, donc autant dire les faits. Voilà les faits. La conséquence de ça, c'est que le vaccin, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une arme importante dans la lutte contre cette épidémie, cette nouvelle épidémie, contre ses conséquences, bien entendu, mais ce n'est pas l'arme absolue. Et malheureusement, et ça je le regrette, le tout vaccin arme absolue est en train d'éluder encore l'élément essentiel qui nous est apparu essentiel et qui était un résultat de nos observations, c'est l'accès aux soins précoces. Donc le fait d'être vacciné, attention, c'est notre expérience, ne doit pas empêcher d'aller se faire tester et d'avoir un accès aux soins rapide, parce que l'accès aux soins tardifs, ça nous le savons avec nos données, est lui réellement un facteur de gravité. Ensuite, la communication, les décisions politiques ne nous appartiennent pas, voici les faits. Et en ce qui concerne la Martinique, un confinement a été décrété. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne me permettrai pas de commenter en détail la situation épidémiologique en Martinique. Mes collègues le feront mieux que moi. J'ai bien compris que, comme dans le pays d'ailleurs à une époque, comme en métropole, les structures sanitaires peuvent être dépassées. C'est une question là aussi qui aura peut-être dans l'avenir une réponse politique. Concernant le confinement, est-ce que j'ai des arguments scientifiques qui permettent de dire que le confinement permet de protéger la population de la mortalité? La réponse, c'est non, je n'en ai pas. Il n'y a aucune publication qui va dans ce sens. Il n'y a aucune donnée de la littérature qui va dans ce sens. Vous avez des opinions, vous avez des décisions politiques. Nous en avions déjà parlé, le professeur Ioannidis avait fait une conférence ici à l'IHU Méditerranée Infection pour montrer qu'aux États-Unis, confinés n'avaient pas atteint l'objectif. Si la cible est de dire on confine pour avoir moins de morts,
moins d'hospitalisation, la cible n'est pas atteinte. Donc non, il n'y a pas d'argument, il y a même parfois des effets inverses et ça peut se comprendre, c'est-à-dire vous allez confiner des personnes, il ne faut pas croire que le confinement est total, les personnels de santé, les policiers, les gens alimentaires travaillent et donc la circulation continue. Donc sur les objectifs, non, je n'ai pas d'argument, là aussi c'est une décision politique qui pourra être assumée par ceux qui la prennent. Je n'ai pas à dire c'est bien, c'est pas bien, mais en tant qu'universitaire, vous me demandez, est-ce que j'ai des arguments pour dire ça permettra qu'il y ait moins de décès liés à cette épidémie? La réponse est je n'en ai pas. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit travail qu'on continue à faire avec le laboratoire NSB3, c'est-à-dire là où on isole les souches de virus, pour essayer de voir, si vous voulez, l'effet que peut avoir la vaccination contre le Covid et les symptômes, et savoir si finalement les patients qui sont infectés par ce variant Delta continuent à être contagieux, parce qu'il y a un doute là-dessus. Donc juste une remarque préliminaire pour que tout le monde comprenne. Nous, ce qu'on appelle le CT de la PCR, c'est en gros lié à la charge virale. Donc en pratique, plus on a un CT qui est bas, donc quand le CT est très bas, ça veut dire qu'il y a une charge virale qui est très haute. En revanche, quand le CT est élevé, on a une charge virale, donc une excrétion de virus qui est moins importante. Ça, c'est des choses qu'on va mesurer par la PCR. Alors juste, rappel d'un petit travail qu'on a fait. Donc c'est le premier travail qu'on avait fait donc à l'époque, et on avait peu de matériel. Vous voyez, on avait mis 183 échantillons culture, on avait isolé 129 souches. Donc sur ces 129 souches, ce que l'on voyait, c'est 90% le sortait dès la première semaine. Donc l'essentiel finalement de l'information, on le sait à la première semaine, c'est-à-dire on isole les cultures de virus. Et on voyait que plus le CT est bas, donc plus la charge virale était élevée, et bien plus on avait une positivité. C'est-à-dire que quand on était à 13, 14 CT, on avait 100% d'isolement du virus. Alors j'ai mis les marqueurs, par exemple 20 CT, c'était 87%, on avait le virus qui était isolé. 25 CT, vous voyez qu'on était aux alentours de 70%. Et donc on arrivait jusqu'à 33 CT où on avait 10% des personnes chez qui on pouvait isoler le virus. Qu'on pouvait isoler le virus, ce qui veut dire en pratique que ces patients étaient contagieux. C'est-à-dire ils ont du virus vivant dans leur sécrétion. Donc ça, on avait fait ça au tout début de l'épidémie. Donc on a refait la même chose, le même calcul, on l'a refait un petit peu plus tard, c'est un truc qu'on avait soumis en septembre 2020. Donc là, bien sûr, on avait beaucoup plus de données. Vous voyez qu'on avait 3790 mises en culture, on avait isolé quasiment 2000 souches. Alors ce qui était fascinant, c'est qu'on avait beau avoir 2000 souches, finalement, par rapport au premier article, on n'avait pas de différence. C'est-à-dire qu'on trouvait toujours les mêmes valeurs. Vous voyez que si on est 13 CT, on est à 100, 20 CT, on est à l'entour de 87, 25 CT, 70, 30 CT, 30 et 33, 10%. Donc en pratique, si vous voulez, il n'y avait rien qui a changé. Donc là, ce qu'on a fait, on a continué à faire ce travail. Donc maintenant, on est à peu près à 8000 mises en culture. Mais après, là, j'ai séparé, je n'ai pris que ce qui était les prélèvements nasopharyngés pour faire un truc qui était un peu homogène. Et on voit qu'on fait ça sur 3646 souches. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une collection de souches qui est unique au monde. Je crois que maintenant, il n'y a plus aucun endroit où il y a autant de souches qui ont été isolées. Donc on a regardé sur l'histoire des semaines, le temps que ça met à sortir, il n'y a rien qui a changé, c'est toujours pareil, le virus pousse toujours à la même vitesse. Ce qu'on voit, c'est que la courbe a toujours le même aspect, en revanche on a vu un petit décrochage, c'est-à-dire que dans les CT 13-14, on n'est plus à 100, on a un peu baissé, on voit que globalement on a un peu baissé par rapport à avant. Ce qui m'a étonné au départ, parce que j'irai vérifier quand même, et ce qu'on voit à droite, c'est que la charge virale, elle est toujours liée à la culture positive, plus la charge virale est basse, plus l'isolement va sortir. Et donc ce qui a changé un peu, c'est qu'à un moment donné, j'ai retrouvé ça, c'est qu'on a eu des pénuries en fait en système de transport, les systèmes de transport qu'on avait, on a eu une pénurie, on est passé sur des systèmes de transport qui ne permettent pas de faire la culture. Donc c'est pour ça. Donc il va falloir que je les enlève, tout cela, un par un, pour repartir sur les chiffres qui étaient pas mal. Mais en gros, la charge virale, elle est toujours proportionnelle, si vous voulez, au résultat de la culture et donc à la contagiosité des malades. Si on enlève bien sûr ce biais qui est lié au milieu de transport. Or, juste deux messages là récents, parce que moi je suis tous les messages de la Direction Générale de la Santé, c'est important parce que c'est les choses en fait qui dictent notre pratique au quotidien. Donc il y en a eu un qui est sorti il y a pas très longtemps, donc c'est l'investigation des échecs vaccinaux, comment on investigue un échec vaccinal, et donc il est marqué dans la directive. L'échec de vaccination, c'est défini comme une infection symptomatique. Alors là, j'ai quand même demandé à l'ARS, je me demandé est-ce que j'ai bien compris. Il m'a dit oui, l'infection, pour être considérée comme un échec vaccinal, ça doit être symptomatique. Si le patient est infecté par le virus,
qu'il est asymptomatique, ce n'est pas considéré comme un échec de la vaccination. Alors ça paraît un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui est possible. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait une vaccination, on a le droit de définir que son échec vaccinal, c'est un échec clinique. C'est possible. Et d'ailleurs, c'est un peu lié au travail qui a été fait sur les vaccins. Quand on nous a présenté les vaccins, on a dit voilà, le vaccin Astra marche à 90%. Donc je suis reparti sur les textes et ce que disent les gens qui vendent le vaccin, c'est l'effet sur les formes symptomatiques. En pratique, on le sait, c'est-à-dire tester les formes asymptomatiques, ça aurait été probablement trop compliqué, c'est-à-dire qu'il aurait fallu prélever régulièrement les patients pour les suivre. Donc c'est pour ça qu'on sort les formes asymptomatiques, ce qui est pas gênant. Hein. Si tout le monde a la même définition, c'est pas gênant. Mais donc c'est un peu embêtant quand même. Donc voilà pourquoi on peut les considérer. Mais en revanche, est-ce que les asymptomatiques qui sont vaccinés, finalement, est-ce que ceux-là, ils ne transmettent pas la maladie? C'est une vraie question. Ça peut-être que c'est parce qu'ils sont vaccinés, ils n'ont pas de symptômes, peut-être qu'ils n'excrètent pas de virus. C'est du moins ce que j'ai cru entendre quelquefois dans certaines présentations de mes collègues. Deuxième chose qui est proposée par la DGS, c'est le contact tracing pour les personnes qui sont vaccinées. Et donc là-dedans, on dit l'isolement n'est plus nécessaire. Donc en pratique, on dit il faut tester les patients. Donc on est d'accord, les personnes vaccinées, il y a conscience que ces personnes peuvent être contagieuses, mais on n'a pas besoin de les isoler, donc il y a un doute. Donc c'est ça qu'on est allé investiguer sur les résultats qu'on avait de la culture. Alors là-dedans, on a repris tous les patients pour lesquels on avait des informations. Donc là, je ne parle pas de vaccination ou de vaccination, je parle de symptômes. Donc on a comparé 3761 patients qui étaient symptomatiques et 543 qui étaient asymptomatiques. Bon, les asymptomatiques, classiquement, c'est des gens qui viennent chez nous pour se faire tester parce que, en gros, soit ils ont été cas de contact, soit la plupart du temps en ce moment, c'est parce qu'ils partent en voyage. Ouais. C'est ça les raisons pour lesquelles les gens. Et vous voyez, si on regarde là, c'est le CT, la charge virale entre les symptomatiques et les asymptomatiques, c'est à peu près pareil, voire même, ça c'est assez étonnant, c'est que les asymptomatiques, ils ont des charges virales qui sont un peu plus hautes. Alors bon, il peut y avoir des biais qui peuvent expliquer ça. Peut-être que ceux-là, ils viennent, c'est pas la même sélection de patients. Par exemple, les symptomatiques viennent peut-être un peu plus tard, parce qu'ils ont, au bout d'un moment, qu'ils ont craché, toussé, ils viennent un peu tard, et donc ils viennent à un moment donné où leur charge virale a un peu baissé. Bon, il y a probablement des raisons pour expliquer ça, si vous voulez, mais clairement, il n'y a pas une différence flagrante, et voire, ça serait plutôt les asymptomatiques qui auraient les charges virales les plus élevées. Et quand on regarde les charges virales, c'est corrélé, comme toujours, à la culture, c'est-à-dire plus la charge virale est basse, plus on a de la culture positive. Donc finalement, on se retrouve avec des asymptomatiques qui sont plus souvent contagieux que les symptomatiques. Alors je vous dis, il y a probablement un petit biais. À la fin, c'est probablement la même chose. On a fait la même chose aussi pour les vaccinés. Alors vaccinés, on compte ça que depuis janvier 2021. Donc en gros, on commence à avoir pas mal de patients vaccinés. Alors là, j'ai pris pour la définition ceux qui avaient eu au moins une dose depuis 15 jours, parce qu'après ça devient compliqué, c'est-à-dire si on prend selon les vaccins, si vous voulez la deuxième dose, on va changer les délais. Alors on sait que la vaccination, une dose, c'est pas la vaccination complète, hein, donc c'est un peu les limites de ça, mais quand même c'est tous des gens qui avaient été vaccinés au moins une dose. Là-dedans, il y en avait, en gros c'est à peu près ce qu'on a dans la population générale par ici, c'est à peu près 30% qui avaient 2 doses, ouais, donc si on veut imaginer le truc. Et donc, quand on compare les charges virales des vaccinés et non vaccinés, là c'est fascinant, mais là aussi, les vaccinés, en fait, ils ont des charges virales qui sont plus élevées. Alors ça, c'est un peu plus incroyable, on ne s'attendait pas à ça. Là aussi, il peut y avoir un biais, c'est-à-dire que, moi j'imagine très bien que les gens qui sont vaccinés, peut-être qu'ils se disent, tiens, on va pas se faire tester, quoi, parce qu'on est vacciné. Donc c'est ça, ça peut expliquer. Mais enfin, clairement, les gens vaccinés ont des CT très bas. Quand ils ont des CT très bas, ces gens vaccinés, eh ben, ils ont les cultures qui sont positives. Donc exactement, on a toujours ce qu'on voit, c'est-à-dire que ce rapport entre le fait d'avoir des CT bas, une charge virale élevée, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, ça ne change absolument rien. Donc les gens vaccinés infectés sont aussi contaminants que ceux qui sont pas vaccinés. La dernière chose, et donc parce que là en ce moment on nous parle beaucoup du variant Delta, le variant Delta, le variant Delta. Donc qu'est-ce qu'il a de particulier, c'est-à-dire est-ce que certains variants sont plus contagieux? Alors ça avait été montré, ça notamment à l'époque du variant anglais, c'est celui qui s'appelle B.1.1.7. Celui-là, on avait montré, ça avait été publié, qu'en gros les patients qui étaient infectés par le variant anglais, vous voyez la moyenne du CT, donc ce que je vous dis le CT, il était 28,8 pour les variants anglais versus 32 contre les autres. Donc le CT était plus bas, donc en pratique les patients qui étaient infectés par le variant anglais étaient plus contagieux.
Alors nous, on a regardé ça sur nos chiffres. Alors on a fait les différentes périodes, c'est-à-dire on a fait février, septembre 2020, où on avait en gros la souche pré-variant. Après, on a fait les souches, le variant qui a circulé octobre-décembre 2020. On a fait janvier-juin 2021, ça correspond à l'épidémie du variant anglais chez nous. Et après, on a juste pris juillet, parce que juillet, on n'a pas assez de recul quand même pour le variant Delta, pour le suivre suffisamment longtemps. Et on a comparé les valeurs de CT pour ces 4 périodes. Et on voit que sur ces 4 périodes, en fait, les CT, ils étaient à peu près comparables entre le variant, le premier original, le Wuhan, et celui qui a circulé entre octobre et décembre. Mais vous voyez déjà que le CT baisse, donc la charge virale augmente, vous voyez, sur l'épidémie de janvier à juin. Donc en fait, on trouvait exactement ce qui était publié par les gens du Lancet, c'est-à-dire que les gens qui étaient infectés par le variant anglais avaient des charges virales plus élevées. Et vous revoyez le dernier, ça c'est juillet 2021, ça c'est que du variant indien. Vous voyez le variant indien, et bien les CT c'est encore plus bas, ça veut dire que la charge virale est encore plus élevée. Voilà. Donc c'est ça qui fait la particularité. Et bien évidemment, comme toujours, quand on a une charge virale très élevée, forcément la culture est beaucoup plus souvent positive, donc les gens sont beaucoup plus contagieux. Et ça, c'est démontré, ça sort dans différents travaux, donc j'ai mis les 3 que j'ai trouvés, c'est-à-dire que les patients qui sont infectés par le variant Delta sont aussi contagieux, si vous voulez, que les patients qui étaient pas vaccinés, voilà, ou qui soient asymptomatiques ou pas symptomatiques. Et donc c'est clair maintenant, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, quand on est infecté, on est aussi contaminant que les autres. Donc quand on est vacciné et qu'on est infecté, le vaccin n'empêche pas la circulation du virus. Voilà, je vous remercie.